Bienvenue à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le compte de votre émission Son Opinion. Donc, habituez-vous à cette émission Son Opinion. Son Opinion, c'est une émission qui permet aux dignes fils et filles du pays de porter leur analyse, leurs opinions sur les faits, sur les choses qui se passent en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que au bout de chaque semaine, nous ferons un effort d'avoir sur notre plateau un invité pour qu'ensemble avec lui, qu'il puisse nous dévoiler ses opinions par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que les principes selon lesquels, si vous ne vous occupez pas de la politique vous occupera de vous. C'est ces principes-là qui nous animent, qui nous poussent à tenir cette émission. Donc, nous ne devons pas rester indifférents face à ce qui se passe dans notre pays. Il y a beaucoup de choses, par exemple les élections. Quand on vote les lois sur la loi électorale, la loi organique de la CENI, là, nous sommes indifférents. Mais quand la CENI va proclamer les résultats, là, nous commençons à manifester nos inquiétudes. Vous ne voyez pas que nous agissons en retard. Donc, les choses de la République, la situation politique, l'actualité politique de notre pays, ça doit vraiment nous concerner. Parce que ce que nous avons en commun, c'est seulement la République. Aujourd'hui, c'est notre deuxième numéro de cette émission, Son Opinion. Alors aujourd'hui, nous avons aussi l'insigne honneur de recevoir un invité de marque que vous allez découvrir. C'est vraiment un jeune, mais pas un jeune pas comme les autres, parce que lui au moins il a cette lucidité, il a ces soucis de partager avec les publics ce qu'il pense sur son pays. Alors l'invité de cet après-midi, c'est Monsieur Guénolé, et puis Monsieur Guénolé lui-même va devoir se présenter pour que vous puissiez mieux le découvrir. Guénolé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Comment vous allez? Je vais très bien. Mais d'abord, c'est votre première fois de passer sur nos antennes. Hein? Quelles sont vos impressions concernant Coaching TV? Vraiment, les impressions sont tellement de joie. Et étant donné que c'est une plateforme et que j'ai toujours pris le temps de suivre certains numéros et de vos émissions, que j'apprécie d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous encourage sur cet élan, n'est-ce pas, de pouvoir continuer parce qu'il y a des bonnes choses qui s'est dites ici. Et ça doit profiter surtout à tous les Congolais et surtout à la jeunesse aussi. Parce que c'est très important d'apprendre de bonnes choses auprès des gens qui les font de bonne manière, quoi. Vraiment. Donc, voilà. En tout cas, donc, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation, hein, parce que vous avez toujours vos multiples occupations, mais quand même, vous avez eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Alors, comme je disais d'entrée du jeu, l'émission consiste à analyser, à apporter vos regards, vos opinions, vos analyses sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, l'actualité de la semaine passée était marquée par la rencontre ou bien la visite du chef d'État de la République démocratique du Congo, en l'occurrence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est allé rencontrer son homologue Paul Kagame. Comment est-ce que vous trouvez cette rencontre? Est-ce que cette rencontre est bénéfique pour la République? Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Merci beaucoup. Je ne veux que faire là une simple analyse selon moi et selon mon opinion, comme vous l'avez intitulé au début de cette émission. Et sur le plan diplomatie, moi, je juge ça normal. Et c'est tout à fait normal. Le Rwanda est un pays comme tout autre pays où nous entretenons aussi des relations purement et diplomatiques, quoi. Alors donc, je vois dans ce sens-là que cette rencontre pourrait, n'est-ce pas, apporter aussi en plus dans notre pays.
Ok, donc cette rencontre pourrait apporter un plus, mais de quel plus parlez-vous? Parce que nul ne l'ignore, le Rwanda est présenté comme, dans plusieurs cas, comme le bourreau de la République démocratique du Congo. Hein, donc la plupart des groupes armés sont financés par le Rwanda. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a sémé la terreur en République démocratique du Congo, comme Laurent Nkunda Batware, comme je ne sais pas l'autre là, Bosco Ntaganda, la plupart des gens qui tuent en République démocratique du Congo, quand on essaie de les poursuivre, ils s'enfuient au Rwanda. Ils prennent leur refuge au Rwanda. Et puis, il y a aussi les rapports mapping qui a aussi cité le Rwanda comme étant un instigateur, comme étant un tueur, comme étant celui qui est à la base, je ne sais pas, des tueries en République démocratique du Congo. Est-ce que vous trouvez que la rencontre avec le bourreau de ton peuple puisse apporter quelque chose de bon, si bien qu'il y a la diplomatie? Vraiment, moi, j'aimerais m'atteler sur une simple analyse. Aujourd'hui, si nous devons accuser les Rwandais comme instigateurs, comme ces pays qui finançaient tantôt les groupes armés en cette partie de notre pays, et moi je pars du fait que souvent nous avons toujours suivi l'actualité. Il y a certains groupes armés qui font les opérations en cette partie de notre pays. Ben, au finish, si on mettait la main sur eux, ces groupes s'identifient, comme vous l'avez dit tantôt, des Rwando-Congolais, et ils sont souvent en majoritaire, n'est-ce pas, rwandais. Alors, mon analyse serait simple dans la mesure où, étant donné que beaucoup d'éléments, beaucoup de rebelles qui sont arrêtés là-bas s'identifient comme rwandais, alors déjà, moi aussi, je suis poussé aussi à dire que ça serait cette fois-là le Rwanda et derrière tout ce qu'il y a comme hostilité, qui ne cesse d'ailleurs d'endeuiller notre pays. Alors, Congolais que nous sommes, qu'on soit de l'opposition comme du pouvoir, nous devons avoir un mot dessus et nous devons voir les choses telles qu'elles se présentent, et pour en fait un peu faire une analyse concrète et objective. Mais aussi, à chaque fois que le président de la République démocratique du Congo part à la rencontre de son homologue Paul Kagame, d'ailleurs ce n'est pas la première fois, c'est plusieurs fois qu'ils se sont rencontrés. Mais sur terrain, il n'y a aucun changement. Sur terrain, il n'y a aucun, je ne peux pas dire quelque chose de positif qui en sort de ces multiples rencontres. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, Fachi, avait pris la décision d'instaurer ce qu'on appelle l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité. Mais finalement, d'après vous, la solution pour mettre fin à l'insécurité, c'est l'état de siège ou bien c'est d'aller négocier avec Paul Kagame? Qu'est-ce que vous trouvez? Je voudrais rappeler quelque chose ici, que les enjeux principaux de cette guerre en cette partie de notre pays sont tellement, je dirais, tellement complexes s'il faut y aller, il faut vraiment aller avec des stratégies. Mais d'ailleurs, déjà, nous sommes un pays souverain. Nous avons nos moyens de défense. Avant que l'ennemi ne vienne nous attaquer, nous devons avoir déjà aussi certains dispositifs sécuritaires conséquents. Alors, nous ne devions pas être là que pour plénicher, dire que le Rwanda serait en train de faire ceci et tout ça. Non. Nous devons, en tant que pays responsable, n'est-ce pas, prendre les choses à main, mettre, comme je l'ai dit tantôt, un dispositif conséquent, pouvant faire face à tous ces groupes armés qui pouvaient, n'est-ce pas, faire de n'importe quoi en cette partie de l'Est. Alors, s'il faut peut-être répondre un tout petit peu par rapport à l'état de siège, je sais que c'est... le président est autorisé via notre constitution en son article 85. Et c'est l'un des moyens, à mon avis, je le dis, c'est l'un des moyens pouvant faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, ne fût-ce que déceler certains problèmes déjà. Parce que
déjà, si nous voyons les résultats que ça donne, tant peu que mal, mais déjà, nous sentons que ça donne un résultat et beaucoup plus sur la gestion de nos forces armées. Déjà, nous décelons certains problèmes, certaines failles qui sont vraiment de notre côté. Alors, s'il faut soutenir que l'État des sièges pourrait, et n'est-ce pas, apporter en plus sur cette partie, dans cette partie de l'Est, et c'est tant mieux. Alors, moi, je pense que nous sommes allés vite en besogne. En tout cas, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander de vous présenter parce que les gens vont vous découvrir la première fois. Qu'est-ce qu'on retient de vous? Vous êtes un politicien, vous êtes un étudiant. Qui êtes-vous exactement? Vraiment, je suis content. Donc, moi, je suis M. Guénolé Moukam, vous l'avez dit tantôt. Je ne suis qu'un simple jeune Congolais. Je suis ingénieur de formation, vivant, disons, aux États-Unis. Et donc voilà. En tout cas, vous n'allez pas nous en tenir rigueur. Donc, je n'avais pas. En fait, j'ai oublié de demander à M. Guénolé de se présenter. Alors, l'autre rencontre, il semble que la semaine dernière était marquée par différentes rencontres. Il y a aussi une rencontre présumée de les duo Fayulu Muzito qui serait allé rencontrer l'ancien président Joseph Kabila. Bon. Les gens disent que Muzito et Fayulu étaient chez Kabila. Mais jusque-là, il n'y a aucune photo, aucune vidéo, aucun élément qui peut nous prouver que réellement Muzito et Fayulu étaient chez Kabila. Quelle est votre lecture? Est-ce que c'est important? Si cela était vrai, est-ce qu'il était important pour Fayulu et Muzito d'aller rencontrer Kabila et pour quel but? Vraiment, admettons que si cela était vrai. J'aimerais rester dans cette optique et répondre au conditionnel parce que jusqu'à preuve du contraire, les précités n'ont pas contredit et bien que ça défait la toile. Et, il y a le secrétaire général de l'ECD qui l'a contredit publiquement, qui a dit que non, cette information-là, c'est une rumeur, c'est une fausse information. Ok, c'est comme vous le dites, donc je l'ai dit tantôt, j'aimerais répondre, je serais à l'aise répondre à cette question au conditionnel. Étant donné que l'information est non confirmée et non aussi jusque-là contredite par les précités. Mais s'il faut partir d'une simple analyse du fait que M. Fayulu a combattu tantôt la Kabylie, le régime de Kabila, et toutes ces 18 ans qu'il a des règnes. Et s'il faut voir déjà certains faits, en tout cas, je pense que avec le valeur qu'incarne ce monsieur Fayulu, et ça serait un peu mal à l'aise pour lui d'aller rencontrer monsieur Joseph Kabila. Alors, s'il serait, comme vous l'avez dit tantôt, on reste au conditionnel, que M. Fayulu aurait rencontré M. Kabila. C'est sur quelle valeur? Parce que je vois mal quelqu'un que vous avez combattu longtemps et vous allez l'approcher. On dit que la politique au Congo, les Congolais aiment ça. La politique est dynamique. La politique est dynamique. C'est peut-être au nom du dynamisme politique que Fayulu est allé rencontrer Kabila. Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, je dois le dire ici que la politique, elle est aussi basée sur... La bonne politique, elle est basée aussi sur de valeurs. De valeurs. Alors, du fait que l'analyse au regard de tout ce que nous suivons comme valeurs qu'incarne, ou tout ce que nous observons comme valeurs qu'incarne M. Fayulu, et bien que, vous l'avez dit tantôt, la politique soit dynamique, et avec la classe politique congolaise que nous connaissons bien, en tout cas, ça pourrait aussi être possible que cette rencontre est liée. Mais mon problème, la question que je me pose, c'est sur quel fondement, c'est sur quelle valeur. Parce que quelqu'un que vous avez contredit en bout du temps, durant tout son règne, mais l'approcher, c'est pour partager quoi de valeurs comme commun. Vraiment. Alors, nous n'allons pas vraiment nous attarder là-dessus, surtout qu'il n'y a aucune preuve de cette prétendue rencontre. Donc, mais comme c'est quelque chose qui a défrayé la chronique à travers les réseaux sociaux,
les gens ne parlaient que de ça. C'est pourquoi je vous ai aussi posé la question pour recueillir vos impressions. Alors, maintenant, les peuples d'abord en marche, les peuples d'abord en marche. Félix Tshisekedi, à travers le Conseil des ministres, a jugé bon de réduire les prix des denrées alimentaires sur les marchés. Maintenant, les peuples d'abord n'est plus un slogan vide. On peut palper les effets de la politique du peuple d'abord. Votre lecture, vos impressions. Les politiciens peuvent se réunir autour d'une table pour décider, je ne sais pas, de la structure des prix sur les marchés. Est-ce que cette décision-là sera respectée? C'est ça la grande question. Monsieur Toussaint, je dois répondre dans ce sens ici. Vous savez ce que attend le peuple, ce n'est pas une vie, je ne sais pas, aux anges, non. C'est la simple vie sociale que le peuple se retrouve dans la politique des politiques, s'il faut comprendre. Donc le peuple n'est pas très exigeant. Voilà. Alors, prendre les décisions, je me suis posé une question de savoir, déjà, à entendre votre question. Je sais que pour traiter une maladie, il faut d'abord chercher à en connaître les causes. Voilà, il faut qu'il y ait un diagnostic. Il faut qu'il y ait un diagnostic. Alors, prendre les décisions, c'est bien comme autorité, mais moi, je me suis posé la question, quelles sont ces causes qui feront en sorte qu'il y ait la flambée des prix sur le marché? Déjà, je suis revenu à répondre moi-même pour dire que déjà, la production locale dans notre pays, c'est tout un problème. Si je ne m'abuse pas, nous dépendons de produits, bien sûr, denrées alimentaires, à plus de 90%. Nous importons plus. Nous importons. Nous importons plus. Nous importons tout. Tout. Je dirais tout. Alors, déjà, je vois mal un opérateur économique qui va pour acheter ces produits et revient pour consommer des pertes. C'est ça. Alors, sur cet aspect, il y a certains facteurs qu'il faut prendre en compte. Déjà, ajouter à cette importation, il y a des taxes. Alors, ces taxes feront en sorte qu'il y ait aussi des flambées, des taxes, bien sûr, je vais insister, des taxes non contrôlées. Voilà. Parce que quand il s'agit toujours de mettre des taxes, de proposer des taxes, mais quand il n'y a pas de suivi, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous voulez dire que les taxes, c'est aussi l'un des éléments qui font que le prix des denrées alimentaires soit revu à la hausse, c'est ça, non? Évidemment, mais le plus grand élément qu'il faut prendre en compte ici, c'est du fait d'importer. Parce qu'un produit qui est accepté que je puisse faire la tautologie, un produit qui est produit sur le plan local a un autre prix, a un prix un peu raisonnable qu'un produit qui serait importé. Alors, sur cet aspect, c'est bien que les autorités prennent des décisions, mais ils doivent, n'est-ce pas, aller au fond pour voir quelles sont en réalité les causes. Et puis, une fois que ils y remédient à ça, là, en ce moment, on peut accepter. Est-ce que vous trouvez que ces mesures-là seront applicables? Parce que je me rappelle, une fois à Kinshasa, je crois que c'est le gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui avait dit que les prix, enfin, c'est ça, les prix de la garantie locative ne peuvent pas dépasser 10 mois de loyer, quelque chose comme ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque, mon bailleur avait dit que Kimbuta Longwakuna, est-ce qu'il y a Sombela Kebiso Basaka Ciment? Tu vois un peu. Est-ce que vous croyez que ces décisions seront appliquées, d'autant plus que les politiciens ne veulent pas associer les opérateurs économiques? En tout cas, jusque-là, c'est une décision qui serait peut-être la première, allant dans ce sens-là, sur la réduction des prix des denrées alimentaires sur le marché, que ce nouveau gouvernement aurait peut-être mis en place. Tout ce que moi je souhaite, c'est que ça ne soit pas de mesures ou de décisions impopulaires. Étant donné que ces mesures pourront souffrir, n'est-ce pas, d'encadrement, de suivi,
Ça serait juste quelque chose qu'on va dire pour voir que les autorités ont décidé. Mais il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un suivi. Sur le terrain, il y a les inspecteurs qui vont sur le marché vérifier et faire les rapports acquis des droits. Et enfin, peut-être sanctionner ces opérateurs économiques qui ne voudront pas se mettre en ordre avec la loi. Donc voilà, dans ce sens-là que je peux répondre. Ok. Alors pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en pleine émission Son Opinion. Cette émission s'intitule comme ça, Son Opinion, c'est-à-dire que chaque fils du pays, chaque fille du pays a un mot à dire sur ce qui se passe dans notre pays. Nous ne devons pas seulement laisser la politique aux politiciens, parce que vous savez, les politiciens congolais ne s'occupent que de leur vente, de l'avenir de leurs enfants. Et vous devez savoir que les mesures que les politiciens congolais prennent, ou bien que les politiciens prennent de manière générale, ces mesures-là ont de l'impact sur nos vies. Ça peut être un impact positif ou bien un impact négatif. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, chacun de nous, nous devons avoir un mot à dire. C'est pourquoi nous avons conçu cette émission pour vous permettre justement aussi de dévoiler, de partager avec les autres qu'est-ce que vous pensez autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors pour ce faire, aujourd'hui, M. Guénolé Mokamo nous a fait les signes honneurs de répondre à notre invitation. Donc c'est avec lui que nous sommes en train de dévaliser, c'est avec lui que nous sommes en train de décortiquer l'actualité politique en RDC qui a eu lieu cette dernière semaine. Alors, l'actualité c'est aussi l'affaire de Jeep. L'affaire de Jeep. Mais avant qu'on en arrive là-bas, j'ai l'impression que le président de la République, il aime bien les députés. Hein? C'est-à-dire que toutes les couches de la population, toutes les classes de la population ne lui disent rien. Les médecins, ce n'est pas son problème. Les militaires, les étudiants, non. Lui, c'est seulement les députés. Ah, rappelez-vous, pour renverser les bureaux Mabunda, il y a un député qui avait dit que les présidents leur avaient donné 15 000 $. Mais après, quand on va faire du bruit là-dessus, il dit non, j'ai blagué. Il y a aussi un autre député qui avait dit que on leur avait promis des jeeps et aujourd'hui, les députés ont reçu leurs jeeps. Dites-nous un peu cette politique-là de ne cajoler, de ne favoriser qu'un groupe des fils du pays. Quel est votre commentaire? En tout cas, merci beaucoup. L'affaire des jeeps. Affaire des jeeps, c'est d'ailleurs ce qui défait aujourd'hui la chronique. Et sur la toile, nous ne savons que voir cette information. Mais avant de répondre, j'aimerais revenir un peu au passé. Nous avons vu aux législatives passées, antérieures, disons, où il y avait, dès le début, le député souscrivait, n'est-ce pas, à ces, je dirais, forfaits ou s'il faut appeler ça dans ce sens-là. C'est-à-dire au cours d'une plénière, on annonçait ça, voilà. Et je pense que même que c'était sur certaines lignes budgétaires qui étaient votées peut-être dans l'Assemblée nationale. Alors, s'il faut répondre à cette question, c'est que aujourd'hui, quand nous devons parler de l'affaire Jeep, et en ces moments-là, en ces temps-là, les députés ont coupé quelque chose sur les émoluments. Et du coup, si nous voyons aujourd'hui, je ne sais pas quelle sorte de donation ou de Jeep, ce qui fait mal, c'est que il n'y a pas d'éclaircissement là-dessus. Ok. Il y en a qui parlent du don. Il y en a qui parlent du don. Il y en a qui parlent qu'ils avaient d'une souscription et c'est un peu flou. Donc il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dessus. Alors j'aimerais que les politiques, en particulier l'Assemblée nationale, qui est une chambre que nous respectons, et parce que ceux qui sont là, ce sont les élus du peuple, alors ils doivent d'abord répondre à ces peuples qui est flou aujourd'hui, qui l'opinion nationale qu'internationale est floue. J'avais suivi même l'intervention de l'honorable Deli Sessanga, qui lui ne voulait pas dire clairement si ces jeeps-là étaient un don ou bien un prêt. Lui disait seulement, je ne vais pas prendre, je ne suis pas preneur, mais il n'a pas dit exactement la nature de ces dons-là, ou bien ces jeeps-là représentent quoi exactement auprès de la population.
Pourquoi est-ce que les députés entretiennent ces flous-là autour des Jeeps? Vraiment, pour que ça ne soit pas vu, à mon avis, à mon humble avis, comme une sorte de, n'est-ce pas, de corruption à ciel ouvert, il faut que l'opinion, tant nationale qu'internationale, soit éclairée. Alors, étant donné que la situation reste floue autour de ces Jeeps, vous donnez, n'est-ce pas, les politiques donnent, n'est-ce pas, à la population, tant que nationale qu'internationale, de dire que ça serait une corruption à ciel ouvert. C'est ça. Alors, fixez juste l'opinion et il se pourrait que ça soit dans le bon sens. Mais si c'est quelque chose qui était discuté, n'est-ce pas, sur les lignes budgétaires et qui était voté au début de cette législature, ça aurait mieux. Ça donnerait un sens. Ça donnerait un sens. Mais tant que c'est flou, en tout cas, tout le monde n'est pas fixé et ça laisse à désirer si c'est ça le comportement des politiques. Et ça serait acheter, n'est-ce pas, les consciences des gens. Acheter les consciences des députés. Et c'est quelque chose que nous allons déplorer. Donc, alors, voilà. parlez-nous aussi du contexte, hein, le contexte dans lequel ces Jeeps-là sont remis. C'est un contexte où d'abord la population congolaise en général vit dans la précarité, dans la misère la plus sombre. Nous avons l'état de siège qui nécessite beaucoup de moyens financiers. Nous avons aussi les éruptions volcaniques à Goma, la population aux abois qui nécessite aussi une assistance financière. Mais pourquoi aller acheter des Jeeps ou bien distribuer des Jeeps en ce net moment? Pourquoi? Vraiment, le contexte... C'est-à-dire que le président est indifférent de ce qui se passe ou bien... Mais pourquoi il favorise tant les députés? En tout cas, je ne sais pas dire qu'il est indifférent, mais face aux différents problèmes que nous connaissons d'ailleurs actuellement, vous avez évoqué tantôt l'éruption volcanique à Goma et n'est-ce pas d'autres problèmes aussi qui sont très très nécessaires ou prioritaires d'ailleurs et à l'est de notre pays. Parce qu'aucun de ces Congolais pourra accepter que notre pays soit endeuillé du jour au jour et donner une priorité à une classe sociale que nous considérons déjà que c'est là, ils peuvent déjà, avec ne fût-ce que leur salaire, ils peuvent déjà subvenir à leurs besoins. Alors, pour moi, je pense que le contexte n'est pas bon. Le contexte n'est pas bon où nous devions d'abord faire face à tout ce que nous avons comme problème. À Goma, là-bas, il y a beaucoup de sinistrés. Il y a beaucoup de sinistrés qui, n'est-ce pas, qui souffrent en ces moments ici. Alors, le souhait serait, n'est-ce pas, de venir d'abord en aide à ces sinistrés et aussi, n'est-ce pas, faire renfort à notre partie est de notre pays qui souffre. Voilà. Alors le contexte pour moi n'est pas vraiment le bienvenu. Voilà, donc le contexte n'est pas mieux indiqué pour recevoir ou bien distribuer les Jeeps parce que déjà la population vit dans la misère la plus totale. C'est comme j'avais posté la semaine dernière qu'il est honteux, il est parfois honteux d'être erré tout seul, n'est-ce pas? Tout le monde vit dans la misère, tout le monde est en train de pleurer, mais il n'y a que vous les députés qui êtes dans la joie et ce n'est pas une bonne chose, surtout que vous êtes des élus du peuple. C'est tout ça. Beaucoup d'entre vous ont eu la chance d'être appelés députés aujourd'hui, c'est parce que les années passées, vous parliez au nom de la population. Vous étiez en train de défendre la cause de la population, mais aujourd'hui, que vous êtes déjà devenu des députés, vous avez tourné le dos à cette population. Alors, nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. L'autre problème aussi qui tracasse la population, c'est l'affaire mesures sanitaires ou quoi, le port des masques. Donc, le gouverneur de la ville et son staff ont arrêté une décision. Si le policier attrape quelqu'un sans masque, on lui fait payer une amende de 10 000 $. Votre impression? Vraiment, nous le savons bien, nous avons passé ces 2 dernières années avec l'arrivée de cette pandémie qui d'ailleurs a mis tout le monde à genoux. Et cela a au moins des impacts, a beaucoup d'impacts, surtout négatifs, parce qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Et tant bien que mal aujourd'hui, nous semblons au moins vivre avec. Et s'il faut revenir à cette question, la pandémie est là.
s'il faut dire dans ce sens-là, dans notre pays. Mais actuellement, le monde fait avec. Le monde vit avec cette pandémie. Ouais. Ça voudrait dire quoi? Que l'autorité ou les autorités prennent les dispositions en telle sorte que surtout l'économie ne soit pas mise à mal, mais plutôt de vivre avec cette pandémie, mais en faisant en sorte que les dégâts ne soient pas comme tel était le cas au début. Alors, prendre certaines décisions, moi je suis tenté de dire que l'autorité ou les autorités ne doivent pas tomber sur des mesures impopulaires. Vraiment. C'est là qui voudrait dire que aujourd'hui, là où nous vivons, ou dans notre pays, et l'économie est mise à mal. Déjà, par la prise de cette décision, vous avez suivi avec moi, n'est-ce pas, et sous l'actualité, après que cette mesure ait été prise, annoncée, n'est-ce pas, le lendemain, il y a eu des marches. Oui. Nous avons suivi avec vous. C'était surtout avec le nombre de personnes qui doivent prendre des places sur les transports communs. Ouais. Déjà, vous sentez là qu'il y a un couac. Alors, moi, s'il faut revenir peut-être, il faut toujours voir vraiment, d'abord au préalable, les causes. Les causes, nous savons que c'est une pandémie, il faut prendre des mesures, mais il faut prendre le contour aussi de ces mesures. Okay. Alors, l'autorité doit réfléchir avant d'annoncer une décision pour que cette décision ne soit pas impopulaire. Okay. Alors, dans ce sens-là, moi, je pourrais donner mon opinion. Voilà. Voilà, donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. À titre de rappel, cette émission est intitulée « Son opinion », c'est-à-dire l'opinion de notre invité sur les faits marquants qui ont émaillé l'actualité politique la dernière semaine. Si vous trouvez aussi que vous avez une opinion à partager avec le grand public, notre plateau est à votre entière disposition. Nous recevions pour vous, Monsieur Guénolé. Vous avez jaugé son intelligence, sa sagesse, la lucidité de son esprit. Alors, je crois que Monsieur Guénolé, ce n'est pas la dernière fois que vous venez nous visiter. Bien évidemment. C'était le plaisir, n'est-ce pas, de partager avec vous ces quelques faits d'actualité de notre pays. Et je serai toujours disposé à répondre, n'est-ce pas, aux différentes sollicitations que vous m'aurez peut-être et vous m'aurez plutôt tendu. Et je serai toujours disposé et à répondre et partager aussi, comme vous l'avez dit tantôt, mon opinion qui n'engage que moi. Vraiment. Pour le propos que je tiens ici, que je tenu ici, n'engageront que moi parce que c'est mon opinion. Ce n'est pas une parole c'est ma façon de voir les choses en tant que jeune Congolais qui a aussi un avis à émettre sur, n'est-ce pas, la situation qui se passe, n'est-ce pas, dans mon pays, parce que je suis quand même, après tout, redevable par rapport à cette population et par rapport aussi au peuple congolais. Donc, le plaisir était pour moi d'être avec vous en ce net moment. En tout cas, donc, acceptez nos remerciements. Donc, ce n'est pas seulement M. Guénolé que nous présentons nos remerciements, même à vous aussi qui avez disposé de votre temps malgré vos multiples occupations pour nous suivre. Donc, nous avons mis un point final à cette émission. Donc, nous allons nous retrouver au numéro prochain. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao, ciao.